Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va répondre à la question que je me fais poser fréquemment. Combien de mise de fonds ça prend pour construire un multilogement comme par exemple un sixplex? Donc, si vous êtes intéressé par l'immobilier, que vous avez le rêve ou l'ambition un jour de construire un immeuble pour vous, un immeuble à revenus, mais que vous ne savez pas nécessairement combien d'argent ça prend pour faire ça, ben c'est la capsule pour vous. Avec moi aujourd'hui, pour répondre à la question, j'ai un expert en financement commercial. C'est un courtier hypothécaire chez Multiprêt. Il est même finaliste pour le courtier hypothécaire commercial de l'année chez Multiprêt. Donc, c'est un gars qui a répondu à la question de la mise de fonds au moins une centaine de fois. Et c'est aussi un ambassadeur chez les mordus d'immobilier comme moi. Donc, Peter, merci d'être là aujourd'hui pour répondre à la question. Merci beaucoup, Simon, de l'invitation. Yes, sir. Fait que sans perdre de temps, Peter, bon, la question que je me fais souvent poser, c'est, disons, un scénario où j'ai une certaine mise de fonds, disons un 200 000 j'aimerais faire une construction d'un sixplex, par exemple, mais je ne sais pas si ça va être une somme suffisante pour faire mon projet. Disons, dans ce scénario-là, je suis encore en étape de questionnement. Je n'ai pas trouvé de terrain, quoi que ce soit. Ça serait quoi la première étape, là, les premières questions, démarches à faire pour savoir si c'est réalisable avec notre budget? Alors, écoute, dans le fond, souvent, les gens nous posent la question combien j'ai besoin de mise de fonds pour construire un immeuble à logement? La première question que je leur pose avant ça, c'est qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ouais. Parce que y a beaucoup de monde qui vient vers nous, qui n'ont jamais construit, ils n'ont même pas construit un bungalow, ils n'ont jamais fait ça. Là, ils me disent, Peter, je veux construire des immeubles à logement, j'ai ma licence RBQ, go, on part. On part pas aussi vite que ça. Quand c'est ton premier immeuble, souvent, surtout dès qu'on parle d'immeubles de 5 logements et plus, où on rentre dans la définition commerciale, surtout dans les produits CHL, la première question que tout le monde va poser, c'est quoi ton expérience au niveau de la construction? Première question. Alors, si tu n'as pas jamais construit d'immeuble dans le passé, la première chose qu'on va te demander, c'est de mettre en place une entente avec un contracteur, au moins pour construire ton premier immeuble. Même si tu as une licence et que tu peux construire techniquement, ça va prendre un contracteur avec toi pour faire ton premier immeuble. Par la suite, pour les prochains, là, tu vas pouvoir construire toi-même parce que tu vas pouvoir démontrer que tu as déjà eu une expérience, tu as déjà suivi avec le contracteur la construction, tu connais les règles qui sont associées à ça. Alors, ton deuxième, tu vas pouvoir le faire. Mais maintenant, qu'est-ce que ça nous prend comme mise de fonds pour construire? Tu sais, normalement, il existe plusieurs produits de financement au niveau de la construction. Tu as le prêt conventionnel, tu as le prêt CHL traditionnel, puis tu as le prêt APH Select. En ce moment, APH, c'est le produit de prédilection pour se construire. Mais avant qu'on parle de ce produit-là, on va quand même parler des deux autres parce que ça existe quand même. Le prêt conventionnel, en ce moment, quand on fait le calcul, on doit toujours comparer trois valeurs importantes. Tes coûts de construction, ta valeur économique, qui est ta capacité d'emprunt au niveau de ton immeuble, capacité future, puis ta valeur marchande. On s'entend qu'en ce moment, là, si tu construis un immeuble et que tes coûts de construction sont plus élevés que la valeur économique puis plus élevés que la valeur marchande, tu es en train de faire une erreur. On ne fait pas le projet, là. Ça ne sert à rien. C'est logique de construire plus cher que ce que ça vaut à la fin. Donc, techniquement, ça devrait être basé sur tes coûts. Et l'enjeu d'un prêt qu'on va appeler conventionnel, non assuré par la SCHL, c'est qu'on doit normaliser les calculs sur 25 ans d'amortissement avec un taux d'intérêt aux alentours de 6,5 %, des fois 7, dépendamment des banques. Donc, souvent, ça fait en sorte que tes coûts vont être plus élevés que la valeur marchande ou la valeur économique. Donc, ça fait en sorte qu'au final, tu vas te retrouver avec potentiellement un financement autour de 50 % de tes coûts pour que ça tienne la route. Ça ne fait pas de sens, ça demande beaucoup trop de mise de fonds. Un sixplex va peut-être te coûter entre 1 200 000 puis 1 400 000 à construire un terrain bâtisse. Donc, ça ne ferait pas de sens de devoir mettre entre 6 et 700 000 de mise de fonds. Personne n'a ça non plus, non, c'est ça. Ben non. Surtout un premier projet, là. Alors, on regarde le deuxième type de produit, qui est le produit de la SCHL, le produit traditionnel de la SCHL, qui va jusqu'à 40 ans, sur lequel on va normaliser nos calculs
avec un taux d'intérêt. Aujourd'hui, mettons pour un prêt entre 1 million et 2 millions, pour un sixplex, on normalise les calculs aux alentours de 4,75 %. OK. Ça fait en sorte que très souvent, la valeur économique risque d'être encore plus faible que tes coûts parce que je ne peux pas l'étirer jusqu'à 50 ans d'amortissement comme le programme, entre autres, d'APH Select. Alors, on se retrouve avec des financements qui vont être un peu plus petits. Ce programme-là nous permettrait de construire jusqu'à 100% des coûts, mais souvent, encore là, les coûts sont souvent plus élevés que la valeur économique. Donc, au final, on se retrouve avec moins de financement que prévu. Donc, OK, Peter, je vais juste pour remettre ça plus précis, en fait, pour déterminer combien de mise de fonds on a besoin, bien, on a plusieurs données qu'il faut connaître. Premièrement, notre coût de construction. Il faut avoir une bonne idée de combien ça va nous coûter. Comme tu disais, pour un Siplex, je suis 100% d'accord avec toi, on est autour de 1,2, 1,4 millions, règle générale. Après ça, on commence avec ça pour se dire. Puis après ça, il va falloir déterminer la valeur économique de notre immeuble. Puis ça, si je ne me trompe pas, c'est en lien avec le taux d'intérêt qui va dicter aussi la valeur économique. Absolument. Quand on parle de valeur économique, souvent, on prend ce que c'est une valeur, mais dans les faits, on évalue la capacité d'emprunt. On prend tes revenus, moins certaines dépenses réelles, dépenses normalisées, ça nous donne un revenu net, puis on évalue avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui combien on peut prêter sur cet immeuble-là basé sur ce revenu net. OK. Donc, quand on regarde le produit de la SCHL traditionnel, la valeur économique est un peu plus faible que dans le produit APH, parce que dans le produit APH, on peut atteindre jusqu'à 50 ans d'amortissement, alors que SCHL traditionnel, c'est limité à 40 ans. OK, excellent. Donc, disons que je t'écoute, puis parfait, bien, on va y aller avec ce qui va nous donner le meilleur financement. En ce moment, on va dire qu'on y va avec un APH Select 100 points éco-énergétique. Disons que moi, j'ai établi mes coûts de construction à ce qu'on parlait. À titre d'exemple, disons qu'on est à 1,2 million de coûts de construction. Puis on y va avec un financement APH Select avec la CHL à 100 points éco-énergétique. Avec ces données-là, tu serais-tu capable de nous donner une idée de la mise de fonds à partir de ça? Absolument. On va bien définir qu'est-ce qui est coût de construction en premier parce que il y a beaucoup de monde qui ne tiennent pas compte du terrain, qui vont oublier de tenir compte de la contingence, de l'autocotisation. Donc, quand on parle de coût de construction, là, je dis souvent à la blague à tous les clients qu'on fait en construction, là, même le café que tu prends chez Tim Hortons pour te rendre jusqu'au chantier le matin rentre dans tes coûts. Alors, c'est terrain, bâtisse. Donc, quand on parle de bâtisse, c'est tout ce qui est matériaux professionnels, notaire, évaluateur, architecte, ingénieur, tout rentre là-dedans. Tes frais de financement, parce que tu vas avoir un déboursé progressif, tu vas avoir de l'intérêt durant ta construction, les frais de financement rentrent là-dedans, les frais de la banque, les frais du courtier hypothécaire rentrent là-dedans aussi, ton autocotisation à la fin, ta contingence, tout ça rentre là-dedans. Donc, au final, si ça te coûte 1,2 million, et si la valeur économique est d'au moins 1,2 million, parce que on finance toujours sur le plus petit entre les coûts, la valeur économique ou l'argent. Donc, du moment que tes coûts sont pas mal équivalents à la valeur économique, on pourrait construire à 95% de financement sur tes coûts. Ce qui veut dire que si tu as un projet à 1,2 million, tu as besoin aussi peu que 60 000 de mise de fonds pour te construire. Okay. Évidemment, si tu m'arrives avec un bilan personnel puis que tu montes ton 60 000 de liquidité puis que tu n'as rien d'autre devant toi, on va avoir un problème. Parce qu'ils veulent quand même avoir une flexibilité parce qu'on le sait que la construction, des fois, il y a des imprévus, il y a des surprises, puis la banque ou la SCHL ne veut pas se ramasser dans une situation où tu as utilisé tout ton financement puis tu n'es pas capable de venir à bout du projet. Absolument, absolument. Puis, souvent, au début de la construction, là, on a une bonne idée de combien ça va nous coûter. Généralement, on va te demander de prendre un consultant en coût pour confirmer tes coûts. Et rendu là, on va chercher un financement à 95% des coûts. Mais il faut que tu aies quand même des liquidités, comme tu dis, pour pallier aux imprévus. Les imprévus arrivent où, généralement, en construction? C'est souvent au début. C'est souvent au niveau du terrain. Les fondations, l'excavation, surtout. On a des surprises des fois. La qualité des sols de ton terrain. Tu es obligé de faire du remblaiement pour supporter ton immeuble parce que là, tu es sur un terrain qui
qui n'est pas nécessairement assez compact pour supporter l'immeuble. Donc, où est-ce que tu te retrouves avec de la contamination, puis il faut que tu décontamines avant de, tu sais. Donc, souvent, ces imprévus-là arrivent là au début parce qu'on s'entend du moment que tu connais bien la construction, du bois, c'est du bois, du bardeau, c'est du bardeau, des fenêtres. Du moment que tu as bien évalué ça, tu ne devrais pas trop avoir d'imprévus en construction, à moins que tout d'un coup, tu décides de changer tes comptoirs en quartz pendant la construction, puis de mettre des luminaires beaucoup plus chers que ce que tu avais prévu. Tu sais, ça peut finir par coûter plus cher. Mais normalement, c'est vraiment au début qu'on peut se retrouver avec. Tu as raison aussi, Peter. Puis comme je dis au monde, comme moi, quand je prépare un projet pour mon Ciplex, je fais faire des soumissions à chaque corps de métier. Donc, j'ai déjà le prix de mon charpentier, de mes fenêtres, de tous mes gros postes de dépenses. Comme ça, avec une soumission d'un professionnel, c'est pas moi qui est en train de prendre un guess sur combien ça va coûter. J'ai des soumissions qui backent le projet. Puis ça, si je ne me trompe pas, la SCHL puis les banques vont te demander un budget, puis il faut que tu sois bien préparé. Tu ne peux pas juste arriver. Des fois, le monde aime beaucoup utiliser le prix au pied carré, c'est facile, mais ce n'est pas assez précis pour un projet comme ça. Là. Non, effectivement. Tu sais, au début, quand on va regarder ton projet au début, je vais te demander 2 informations importantes. Je vais te demander un estimé de tes coûts de construction. Par exemple, tu vas me dire, Peter, pour mon 8plex, ça devrait me coûter terrain bâtisse 250 000 la porte. Parfait. Tu sais, on est en estimé pour l'instant. On travaille avec ça. Puis je vais te demander combien tu espères louer tes appartements. 1300, 1400 par mois. Puis avec ça, avec tes revenus prévisionnels, puis avec tes coûts prévisionnels, je peux faire un estimé de où sera la valeur économique par rapport à tes coûts. Puis on est déjà capable là de dire, sais-tu quoi, si tu veux qu'on atteigne tes coûts en termes de valeur économique, peut-être faudrait que tu loues 1425 par mois pour que ça fasse du sens. Donc, je peux déjà bien t'aligner au début de ta construction. Après, tu pars, tu vas chercher tes soumissions, on fait évaluer, on prend un évaluateur. On montre le projet. Et tout ça. Et on va faire confirmer tes coûts par un consultant en coûts. Et rendu là, on refait la même évaluation ensemble juste pour être sûr qu'on est toujours sur notre target. Et c'est là qu'on part pour une présentation du dossier à la SCHL et chez le prêteur. OK, je comprends. Fait que si, pour résumer, dans le fond, avec un programme comme l'APH Select qui est utilisé, je pense, tu me le confirmeras, mais par la majorité. 100% des fois. Là. 100%. C'est ça. En ce moment, c'est juste ça qu'on voit. Fait que si vous posez la question, voici la réponse. C'est l'APH Select, all the way. En fait, l'APH Select va nous permettre de financer jusqu'à 95% de la valeur la plus petite entre le coût de construction ou la valeur économique. Puis là, comme tu disais, nous autres, c'est d'essayer d'avoir un projet où les deux sont très proches parce que généralement, notre coût de construction va vouloir être plus élevé que la valeur économique juste à cause de l'environnement des taux d'intérêt en ce moment. Parce que comme on disait, la valeur économique, c'est un calcul de capacité au bâtiment à payer, à emprunter de l'argent. Donc, en ce moment, c'est plus challenging un petit peu d'y arriver à cause du taux d'intérêt élevé. Fait qu'on va vouloir rapprocher notre coût de construction le plus de la valeur économique. Puis à ce moment-là, la banque va financer jusqu'à 95% du coût de construction. Mais je vous dirais que moi, par expérience, c'est difficile d'y arriver. Là. Tu sais, quand on inclut tout, comme tu disais, tu faisais le tour de tous les coûts de construction, comme même le café. Tu sais, une fois que tu as tout mis tes coûts de construction, c'est difficile là, en ce moment de garder ça en dessous de la valeur économique. Donc, il faut peut-être s'attendre à devoir débourser un peu plus de mise de fonds que juste 5% du projet. Là. En tout cas, je pense mais Simon, je suis content que tu dises que c'est difficile à atteindre parce que dans les faits, dans à peu près facilement 90% du temps, nos clients arrivent à construire à 95% des coûts. Oh, wow! L'enjeu là-dedans, c'est avec qui tu fais affaire pour ton financement. Quand tu t'en vas voir ta banque directement, tu n'auras pas nécessairement le meilleur taux d'intérêt, donc tu n'auras pas nécessairement la meilleure valeur économique. Souvent, le directeur de compte ne t'aura pas aligné au départ sur ton projet pour te donner des bons guidelines à suivre. Puis tu te retrouves à la fin que, parce que tu n'as pas travaillé avec le bon prêteur ou avec le bon courtier hypothécaire, tu n'as pas été aligné dès le départ, mais tu te retrouves avec une mise de fonds plus élevée. De mon côté, c'est facilement 250 millions de projets de construction par année que je fais. OK.
Wow. On aligne super bien nos clients dès le départ. C'est rare qu'on a des surprises à la fin. Quand on a des surprises, c'est parce que le marché nous surprend à un moment donné avec des hausses de taux. Étonnamment, on le vit en ce moment, même si la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur, les taux fixes ont augmenté de 0,20 depuis quelques jours. C'est sûr que ça fait évoluer un peu les calculs. Mais à la base, imagine-toi si tu étais à la banque directement plutôt que de passer par nous, ça te coûterait encore plus cher au niveau des fonds. Bon, ben, c'est une bonne information de bien préparer son dossier en amont pour avoir le maximum possible. Puis écoute, je suis quand même surpris que tu me dises ça, 90%, c'est des dossiers, c'est excellent. J'imagine aussi que quand on arrive dans un projet comme ça, la sélection du terrain, tu sais, combien on va payer pour le terrain, puis tout ça, ça a aussi un impact dans ces calculs-là aussi. Hein? Absolument, absolument. Puis évidemment, un terrain, dépendamment de la région où tu es, on voit des fois des prix à 30 000 la porte, des fois à 50 000 la porte. C'est sûr que plus tu te rapproches de Montréal, plus ça va te coûter beaucoup plus cher. Mais tu vas pouvoir louer plus cher aussi. Alors, c'est ça. Donc, la valeur économique va être plus haute. Donc, et voilà. Mais il faut évaluer correctement nos revenus dès le départ pour être sûr qu'on se retrouve avec un financement à 95% de nos coûts. C'est ça. Aussi, j'en parle souvent avec du monde qui je discute. Là. Des fois, le monde veut juste aller trouver le terrain le moins cher possible. Mais ce que je leur explique, c'est que ton coût de construction, disons qu'on exclut le terrain, va être probablement sensiblement le même. Un 2 par 4 à Montréal ou un 2 par 4 à Saint-Jacques-de-Lachigan, c'est le même coût. Par contre, là où tu construis, il y a vraiment une énorme différence entre les loyers d'un endroit à un autre. Donc, c'est pas toujours winner d'essayer d'avoir le terrain le moins cher possible parce que la valeur économique puis tout ça, c'est tellement influencé par combien tu es capable de louer. T'sais. Donc, des fois, ça vaut la peine de payer un peu plus cher le terrain, mais être dans un bon secteur où tu vas avoir des bons revenus que d'essayer d'y aller avec le moins cher possible. Au final, tu ne seras peut-être pas gagnant. Ah, c'est clair. Puis, tu sais, Simon, on peut bien vouloir aller construire à Bécomo parce qu'on va payer 20 000 la porte pour le terrain, mais si je suis dans une région à démographie en décroissance, je ne peux pas espérer louer à un prix qui va me permettre de rentabiliser tout ça au final. Donc, tu l'as bien dit, le choix de la région est quand même très important aussi. Donc, super. Fait que, en finissant, qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui, justement, comme on a dit, a une certaine mise de fonds. Là, on vient d'expliquer que c'est 95% peut-être du coût du projet qui peuvent être financés. Donc, ça laisse juste, dans notre scénario, on disait un 60 000, aussi peu que ça, mais bon, on disait aussi qu'il faut avoir d'autres, être prêt à pallier des dépenses de plus, tout ça. Ça serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui, justement, qui est en questionnement, qui veut faire un projet, qui n'est pas sûr, qui hésite? Ça serait quoi pour toi pour pouvoir là, passer à l'action puis avoir de l'information? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ce monde-là? Ben, dans le fond, souvent les gens, le premier réflexe qu'ils vont avoir, ils commencent à faire des calculs, ils appellent des soumissionnaires, ils font évaluer le projet, ils font un paquet de choses. Puis une fois que tout ça est fait, ils viennent voir le courtier hypothécaire. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ouais. Du moment qu'on a une idée, qu'on pense à peu près combien ça va nous coûter, qu'on pense à peu près combien on va louer nos appartements, dès qu'on connaît nos à peu près, on consulte en premier un courtier hypothécaire, on évalue où est-ce qu'on est rendu, puis par la suite, on inclut d'autres professionnels comme l'évaluateur, le consultant en coût et ainsi de suite pour valider nos prévisions. Il faut vraiment commencer par cette étape-là. Le financement est souvent sous-estimé dans un projet. Puis souvent, on se retrouve à la fin avec des drôles de surprises. Il faut vraiment le faire tout de suite au début. Il faut l'évaluer comme il faut au début. Puis les étapes suivantes vont venir se faire en fonction de ce qu'on évalue au niveau de notre financement. Bon, ben super, voilà. Fait que, ben, merci beaucoup de ton temps, Peter. Puis si, justement, il y a du monde qui regarde et qui cherche des courtiers hypothécaires, Peter, il y en a un super bon. Comme 90% de ses projets à 95% de construction. Bref, voilà. Donc, vous pourrez l'appeler. Merci beaucoup, Peter, de ton temps. C'est super apprécié. Merci, Simon. Tout le monde qui y pense, ben, je vous dis, moi, foncez. On a ça nous prend des logements au Québec. Fait que c'est pas sorcier. Il s'agit juste de faire les bonnes étapes puis de bien travailler le dossier. Puis vous aussi, vous allez être capable, c'est certain.
Fait que merci tout le monde pour votre écoute. Puis à la Salut tout le prochaine. monde. Salut, bye bye.